Bonjour et bienvenue à cette présentation de la boîte à outils de Practices. Mon nom est Martin Navarro et je vais vous donner quelques informations importantes avant de commencer la présentation de nos experts. Les activités de la conférence finale du projet Practices sont réparties entre les panels d'experts et les présentations des outils. 3 panels d'experts sont prévus du 27 mars au 15 avril. Vous trouverez les descriptions des différents sujets sur les diapositives actuelles. Les sessions en gris clair ont déjà été faites, mais sont encore accessibles depuis la page web de l'EFUS. 4 présentations d'outils complètent les activités de la conférence. Ces sessions préenregistrées se concentreront sur un outil spécifique développé au cours du projet et permettront aux participants de comprendre les bases de son utilisation. Veuillez noter que les présentations de la boîte à outils seront disponibles sur la page web de l'EFUS en français et en anglais, sous-titrées dans la langue qui ne sera pas utilisée dans la présentation. Vous trouverez plus d'informations sur les différentes activités sur la page web de l'EFUS de la conférence finale en suivant le lien sur la diapositive. Maintenant, je vais vous donner quelques informations pratiques sur le déroulement de la séance suivante. Les présentations des outils sont des présentations préenregistrées, avec une durée estimée de 45 minutes. Vous pouvez télécharger la présentation ainsi que d'autres documents que les experts aimeraient partager avec vous dans la section des documents distribués sur le panneau à votre gauche. Je vous encourage à le faire dès que vous aurez l'occasion, mais ils seront accessibles de toute façon sur la page web de l'EFUS. Comme il s'agit d'une session préenregistrée, nous n'aurons pas de questions avec le public de façon classique. Au contraire, vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant le chat en cliquant sur l'icône que vous voyez sur la diapositive. Les experts répondront à vos questions dans les jours suivants à la présentation. Vous trouverez plus tard les réponses dans la section dédiée sur la page web de l'EFUS. N'oubliez pas d'envoyer vos questions pendant la présentation. N'attendez pas la fin, car vous risquez de ne pas avoir assez de temps. Enfin, veuillez répondre à notre enquête de satisfaction à la fin de la présentation. La présentation d'aujourd'hui sera le kit d'apprentissage DigitalMe, développé par l'association belge MAX et présenté par Véronique Deliner. Merci de votre attention et bon webinaire. Bonjour. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui sont en train de suivre le webinaire. C'est intéressant. Si vous essayez de voir si la fonction chat fonctionne, comme ça je sais voir qui vous êtes. J'attends encore un peu avant de commencer. Il y a normalement plus d'inscrits, mais bon, d'ici 1 minute, je vais quand même commencer. Mais c'est intéressant de voir si vous pouvez utiliser la fonction chat. C'est la fonction que vous pouvez employer pour m'envoyer des questions. Et donc, à fur et à mesure, je vais voir si je réponds à vos questions pendant le webinaire ou si je le fais à la fin. Donc, je ne sais pas si vous voulez vous faire connaître les 3 personnes qui sont là. Déjà, comme ça, je sais qui vous êtes. Je vois qu'il y a une 4e personne, donc je demande s'il y a moyen de essayer de faire un message par chat, comme ça je vois qui sont les personnes qui sont là présentes. Bonjour, Marie-Françoise. OK. Voilà, donc les questions que vous voulez poser, vous les posez pendant le séminaire comme vous le voulez. Donc je vais commencer. Bonjour Elias. Donc ce webinaire remplace un peu une
ou est dans le cadre d'une conférence finale prévue à Riga, qui malheureusement ne peut pas se faire actuellement, vu la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, on a décidé de changer tous les workshops et de les mettre en webinar pour en faire un accès pour ceux qui veulent le voir. Alors, donc, Max a développé la méthodologie du digital storytelling comme prévention aux extrémismes violents. Donc moi-même, je suis Véronique Delénor, je suis la directrice de Max VZW. Je vous explique un peu ce qu'on fait. Donc on est une ONG située à Bruxelles. Et donc, on travaille surtout sur l'emploi et l'inclusion digitale de notre public cible. On est dans un quartier very spécifique, près de la gare du Midi à Bruxelles. Il vit plus ou moins 200 nationalités différentes. On a un taux de chômage de 30%. Chez les adultes et un chômage des jeunes de 52%. Et quand on parle de chômage des jeunes, on parle des jeunes entre 18 et 25 ans. Alors, 50% de la population vit dans la pauvreté et 50% a uniquement le diplôme de l'école primaire ou même pas du tout. Hein. Donc, alors pour un peu d'histoire, donc on a eu en mars 2015 les attentats à Bruxelles. Déjà, avant, quand il y a eu l'affaire avec Charlie Hebdo, certaines écoles nous avaient demandé d'intervenir dans des classes pour parler de Charlie Hebdo et de ce qui s'est passé. Et donc, après, quand il y a eu les attentats, d'autres écoles qui savaient qu'on était occupé avec ce thème-là ont demandé une intervention. Et en particulier, donc il y avait une école qui s'appelait, donc c'est un institut au centre de Bruxelles, où allait à l'école Bilal Atfi, et Bilal Atfi est la personne qui s'est bombée au stade Saint-Denis, et donc d'un jour à l'autre, aussi bien les profs et les élèves étaient confrontés à un jeune qui était en classe, et puis ils voyaient les nouvelles à la télévision, qu'un d'entre eux s'était fait bomber. Ça posait quand même énormément de questions, et donc là on est intervenu dans ce projet-là. Je vous montre d'ici quelques instants une vidéo que les jeunes ont fait à ce moment-là. Et donc, après, on a un peu partagé ces vidéos, et quand en 2017, il y a eu la reconnaissance du projet Practicis, hein, un projet Horizon 2020, avec l'Université de Toulouse et l'Université Juan Carlos de Madrid, on nous a demandé de développer cette méthodologie du digital storytelling comme outil de prévention à la radicalisation. Alors, pour vous mettre dans le bain directement, je vous montre une de ces vidéos. Pour ça, je dois partager mon écran, donc vous allez voir un peu des choses qui se passent, mais j'espère que vous pourriez voir la vidéo avec sous-titres comme il se doit. Donc, je partage mon écran et je vous montre la vidéo avec les sous-titres en français. Ik ben Abu Bakr, 17 jaar. Elke dag neem ik de tram en metro en elke ochtend heb ik een hele grote rugzak mee. En elke dag kijken mensen me raar aan en nemen ze afstand van me. Waarom denken mensen dat iedereen met een grote rugzak of een zak op zijn rug een bom heeft? Of sinds na al die aanslagen voel ik me niet op mijn gemak. Ik ben dus al een paar keer gecontroleerd geweest. Ik voel me echt niet goed door wat er allemaal gebeurt. Sinds toen ga ik met de fiets, dan kijken mensen me aan.
Vandaag heb ik eens weer de tram en metro genomen en ben opgepakt geweest door mijn rugzak. Ze hebben belachelijk gemaakt voor iedereen. Vanaf vandaag neem ik geen rugzak meer mee, ben dit allemaal beu geworden. Voilà, j'espère que vous avez pu voir la vidéo avec les sous-titres et tout, parce que dans un précédent webinaire, on avait un problème où les gens ne voyaient pas tout. J'espère que vous avez pu voir la vidéo. Répondez-moi par chat, s'il vous plaît, comme ça je vois si tout s'est bien passé. Alors, il est important, quand on travaille avec des jeunes, de se rendre compte que les jeunes sont les experts de leur vie. Donc, c'est pas le but de moraliser, on essaye tout simplement de leur donner la parole et d'écouter ce qu'ils veulent dire eux-mêmes. Et donc, le Digital Story est vraiment une méthodologie pour permettre aux jeunes de s'exprimer comme ils veulent. Alors, quand on parle de radicalisation, il y a Lorenzo Vidino qui est un chercheur au sein du Center of Security Studies aux États-Unis. Il dit que les recruteurs qui recrutent des jeunes utilisent très souvent des déclencheurs émotionnels, comme la haine, la revanche, la frustration. Et donc, nous, on s'est dit, comme les recruteurs emploient quelque chose de très émotionnel, nous-mêmes aussi, on veut donner une réponse ou une riposte émotionnelle. Et c'est ça qui se passe avec le digital storytelling. On demande aux jeunes de raconter une histoire qui les a touchés en partant du thème des attentats ou de la radicalisation. Alors, qu'est-ce qu'une histoire digitale? Vous avez vu un petit exemple, c'est une vidéo de 1 à 3 minutes créée à base d'images, des images, donc pas de vidéo, des images montées l'une après l'autre et une voix off, dans lequel le conteur qui parle à la première personne donne son point de vue ou essaye de créer de l'empathie ou faire un appel à l'action. Donc, ce qui est important, c'est que donc le conteur raconte son histoire, il cherche des images, il enregistre sa voix et donc il en fait une petite vidéo. Donc les jeunes qui participent à ce workshop font tout cela de A à Z. Donc ils participent aussi bien à la recherche d'images que au montage de leurs vidéos. Donc je vous donne un deuxième exemple. Donc, je vais de nouveau partager mon écran. Elle est en français, donc je n'ai pas besoin de sous-titres. Je pense que si la société d'aujourd'hui donne sa chance à tous les jeunes d'avoir un boulot, un emploi, si on pouvait donner sa chance à certaines personnes, une opportunité à tout le monde, à toutes les personnes, peu importe leur origine, il n'y aurait pas toute cette horreur en Europe. C'est vraiment dommage et triste que la société de nos jours regarde l'origine de l'autre avant de lui donner un emploi. Je prends l'exemple des immigrés, des personnes sans papier. Ils sont rejetés au final et leur demandent de quitter le territoire. Et si les habitants d'ici étaient sans emploi, avaient des enfants à élever, ils auraient aussi quitté un pays en guerre pour aller vivre ailleurs. Avant d'arriver à la destination, la plupart parmi ces personnes vivaient en enfer. Il y en a qui sont venus en bateau et ont pris beaucoup de temps pour arriver à la destination, pour qu'au final, on leur dit de quitter le territoire. Que vont-ils faire? Que vont-ils devenir et où vont-ils y aller?
Dans ce monde, il faut savoir se mettre à la place des autres, car ce genre de situation peut arriver à n'importe qui. Dans ce monde, il faut se dire qu'aujourd'hui c'est lui, peut-être que demain, ça pourrait être moi. C'est pour cela qu'il y a des terroristes de nos jours, car ce sont des personnes qui ont été rejetées par la société, qui veulent peut-être se venger. Si nous donnons des opportunités à tout le monde, peut-être que nous ne vivons plus cette horreur aujourd'hui. L'Europe est comme ça, parce que l'Europe est rata. Excusez-moi, mais jusqu'à présent, il y a des racistes en Europe. Pour moi, si l'Europe que je connais avec ses magnifiques paysages ouvrait ses portes à tout le monde, il n'y aurait pas ces personnes désespérées. Tant que l'Europe continue à fermer ses portes aux étrangers, il y aurait toujours des personnes désespérées. Voilà donc, j'espère que vous avez pu voir le tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on a employé cette méthode? C'est très important quand on parle de prévention de la radicalisation, de donner un moyen d'expression aux gens. En plus, bon, ce qui est intéressant, c'est que les jeunes aiment très très fort le digital, c'est assez moderne, et donc c'est quelque chose qui permet en même temps de s'amuser, de créer quelque chose. C'est très facile à partager et il y a la composante émotionnelle qui est très importante. Alors, quand on commence un projet de digital storytelling, qu'on montre certaines vidéos aux jeunes, ils nous disent mais qui va s'intéresser à mon histoire? Pourquoi est-ce que vous me demandez de donner mon point de vue? Ça n'intéresse personne. Et une deuxième chose qu'ils disent, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire ce genre de choses, que c'est trop compliqué pour eux. Donc à la fin, on verra que quand ils ont réussi leur vidéo, ils sont très fiers de ce qu'ils ont réalisé et ils se rendent compte qu'ils ont quand même quelque chose à dire au public qui veulent, à leur audience, au public qui veulent toucher. Alors, ce qui est important aussi quand on commence un workshop de digital story, c'est d'être très clair au début qu'on fait des histoires numériques pour qu'elles soient partagées. Et donc là, on travaille avec les jeunes en disant, voilà, est-ce que vous voulez mettez dans la vidéo uniquement ce que vous voulez partager. Ce que vous voulez pas partager, ne le mettez pas. Donc, on fait réfléchir, on le fait réfléchir à qu'est-ce qu'on va mettre dans une vidéo, qu'est-ce qui allez, peut être intéressant et quelles sont les choses qu'on veut pas mettre dedans. Et donc, dans le projet Practices, on avait demandé aussi aux jeunes de faire un formulaire comme quoi ils soient consentants qu'on partage leurs vidéos. C'est assez important parce que bon, c'est eux-mêmes les réalisateurs de leurs vidéos et donc on veut qu'ils soient très très bien conscients du fait que les vidéos vont être partagées. Alors, quand on regarde un peu dans la littérature pourquoi des jeunes s'engagent dans l'extrémisme violent, on voit souvent, c'est une recherche de s'identifier, ils sont à la recherche d'appartenir à quelque chose, ils cherchent une certaine sécurité, il y a l'opportunité de prendre revanche sur les injustices qui vivent. Quelqu'un me demande où les vidéos sont partagées. Donc à la fin, je vais vous montrer le site web dans lequel on a développé le toolkit pour faire pour développer, donc pour expliquer cette méthodologie, et les vidéos se trouvent aussi sur le site web. Max VZT aussi a un canal Vimeo dans lequel toutes les vidéos qui sont actuellement, on a plus ou moins 1900 vidéos qui se trouvent sur ce
canal Vimeo, mais qui parle pas uniquement du thème de la radicalisation, mais de bien d'autres thèmes aussi. Donc on parle parfois on a des activités autour de climat, on a des activités autour du racisme. Donc on a chaque fois des thèmes sur lesquels on travaille le digital story. Donc oui, je vous remontre une histoire. Attendez, je repartage mon écran et je vais vous montrer cette histoire-ci avec les sous-titres en français, ce qui est bon. Alors, j'agrandis l'écran et voilà la vidéo. Dit is het verhaal van 3 jongens die naar Syrië zijn gegaan. Het waren 3 Belgische jongens. Ze hebben een aanslag gepland tijdens het EK. Ze kwamen terug naar België en maken zich klaar voor de aanslag. Zij nemen contact op met mensen die in het stadion werken om daarna sneller naar binnen te geraken. Ze geraken binnen en beginnen op iedereen te schieten. Na de aanslag vluchten ze naar buiten en laten de terreur achter zich. De 3 jongens gaan na de aanslag naar de McDo eten. Ze hebben iets te vieren en eten er samen Giant Burger met varkensvlees. Met een glaasje wijn, natuurlijk. Op basis van dit verhaal zullen jullie beseffen dat deze mensen geen goede moslims zijn, maar mensen die alleen terreur willen brengen in de wereld. Mensen uit elkaar halen en onze religie negatief in het nieuws willen brengen. Iedereen tegen de mensen die terreur willen brengen in onze vrije wereld. Voilà donc, je continue avec ma présentation. Alors, qu'est-ce qui est important? Donc, je vous donne ici le lien vers le Digital Me Toolkit dans lequel on explique les raisons ou les bénéfices du digital storytelling dans ce qu'on appelle la prévention de la radicalisation. J'en ai déjà parlé. C'est une approche émotionnelle. Deuxièmement, on travaille énormément la construction de l'identité. Donc, la plupart des jeunes avec lesquels nous on a travaillé sont des jeunes issus de 2 cultures. Donc, ils ont grandi en Belgique, mais leurs parents sont issus de l'immigration, sont des réfugiés. Alors, autre chose, c'est on travaille aussi beaucoup le bien-être de l'enfance. Hein, donc, il y a eu la recherche de Dounia Bouzard qui a dit quand les gens sont en train de virer vers le radicalisme religieux, c'est important de retourner vers l'enfance et d'essayer de travailler le bien-être en enfance. Donc, à un certain moment, elle disait, et ça marchait, un parent qui voyait que les enfants étaient en train de se radicaliser, d'aller à la recherche de doudounes ou de chansons ou de plats préférés de l'enfance, qui permettaient aux jeunes de voir que la famille c'était quelque chose d'important parce qu'ils étaient à la recherche d'une autre famille, d'un bien-être autre part, loin de leur famille. Donc, on essaye dans les workshops de digital storytelling de travailler l'identité, le bien-être en enfance et aussi la réflexion sur soi. Alors, bon, les psychologues nous le disent, hein, le narratif, c'est une bonne façon de donner un sens à l'identité et aux expériences. Donc, Goldstein a écrit un livre là-dessus, sur tous les bienfaits du narratif. C'est ça qu'on essaye de travailler avec le digital storytelling. Alors, c'est un processus individuel. Hein, on donne place aux expériences individuelles et l'individualité sert à différencier, à s'automiser. Donc, je vous montre
désolé pour le téléphone, j'ai oublié apparemment de le mettre en silencieux, je crois que je l'avais fait. Mais donc je vous montre encore une vidéo qui vous donne la possibilité de on parle effectivement de la personne, le je, l'identité. Hein, Salut, là à l'écran, c'est moi. 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, un nez, bref, tout ce qu'il y a de plus normal. Pourtant, je suis issu de 2 appartenances ethniques différentes. D'un côté, j'ai un papa de type européenne, de l'autre, une maman de type africaine. Leur fusion a donné ça, moi, un enfant qu'on catégorie normalement de métis. Métis d'accord, mais je suis noir ou alors blanc? Salut tout le monde. Ah tiens, voilà le petit noir. Mais je ne suis pas noir, je suis métissé. Oui, bon, tu es noir, quoi. Salut tout le monde. Et le blanc, tu es là? Blanc? Vous trouvez que je suis blanc? On ne trouve rien, tu es blanc. Papa. Quoi? Je suis plus noir ou je suis plus blanc? Tu l'as un peu des deux, mon fils. Quelle question? Mais pourquoi alors des fois on m'appelle le blanc, des fois le noir? Tu sais, les gens ne connaissent pas et ont peur de ce qui leur est différent. Suis-je différent? Non, tu es parfait. Tu sais, nous les blancs, on court au soleil et on fait des séances de solarium pour devenir basanés comme toi. Et les noirs, tout le monde sait qu'ils mettent de la crème éclaircissante pour avoir un teint parfait. Après tout ça, j'en conclus que en fait je ne suis ni noir, ni blanc, ni même métis. Mais je suis juste un humain, comme vous tous d'ailleurs, un citoyen du monde. Voilà, je reviens vers vous. J'espère que tout s'est bien passé. Alors, donc une des choses aussi qu'on voyait dans tout ce qui est prévention de la radicalisation, c'est les gens veulent exprimer leur opinion, ils veulent prendre revanche face à des injustices qu'ils ont vécues eux-mêmes. Donc, c'est une manière de faire entendre sa voix. Et au fait, le Digital Story permet de se battre contre les injustices avec d'autres moyens, des moyens non violents. Donc, on exprime son opinion, on essaye de faire une vidéo et on partage avec le plus possible des gens pour les convaincre et de leur donner un message. Oui, là, je vais vous montrer une autre vidéo. Je partage mon écran de nouveau. Voilà. Et alors... Je voudrais bien faire passer ce message à tous les gens d'aujourd'hui et à tous les gens qui ont laissé aux réseaux sociaux. Si vous avez un proche ou un ami qui vit une situation compliquée de problèmes d'isolement à cause des réseaux sociaux, vous devez un peu de temps pour l'aider, pour parler avec lui de son problème et de ses demandes. Vous devez être toujours avec lui pour l'accompagner au parc, au cinéma ou même pour dormir dans sa maison et passer un temps ensemble. Vous lui donnerez des exemples sur les dangers de l'Internet et des mauvaises personnes qui sont derrière nos écrans. Vous inscrivrez à une occupation pour le distraire et connaître de nouvelles personnes, pas virtuelles mais réelles.
Vous, les parents, vous ne devez pas interdire à vos enfants de faire quelque chose qu'ils aiment faire. Vous devez l'informer et l'aider à comprendre les dangers de les actions et les conséquences qui pourraient en arriver. C'est mieux de parler que de casser ses problèmes ou ses demandes. Voilà donc. Voilà. Alors, il y a aussi, ce qui est important, c'est le bien-être et la fierté. Hein, moi j'appelle le kick aussi comment dire, l'endorphine qui arrive, l'émotion. Hein, lorsque on partage sa vidéo, on la montre à d'autres gens, les gens mettent des likes. Vous savez, beaucoup de jeunes mettent des vidéos sur YouTube en espérant d'avoir le plus de likes possible. Ils sont très fiers de leur réalisation et donc pour eux c'est une façon de co-créer. Alors comment a-t-on fait? On a des ateliers de 10 à 20 heures. Hein. Vous avez vu la première vidéo avec le gars avec le sac à dos, c'était un atelier de 10 heures, alors que certaines vidéos sont plus sophistiquées parce qu'on a plus de temps. On le fait avec des groupes et des classes. Les groupes, on préfère qu'ils soient entre 8 et 12 jeunes. On a travaillé maintenant avec des jeunes de plus 15. On a fait du travail aussi avec des plus jeunes, mais là, on travaille uniquement l'identité. Après, je vais vous montrer une vidéo où on a travaillé avec des plus jeunes. Donc, avec des classes, parfois, c'est pas toujours possible de travailler avec des groupes de 8 à 12 ans, de 8 à 12 personnes. Donc, quand on a des classes de 25 personnes, on les fait faire des vidéos en petits groupes. Ils se rassemblent à 3 et alors ils font des vidéos ensemble. On a travaillé les thèmes de l'identité, le thème de la solidarité. On a travaillé aussi le thème le thème des médias sociaux. Alors, les outils qu'on emploie pour amener les gens à s'exprimer. Donc, il y a la première chose, on travaille avec les cartes Dixit qui sont des cartes. Donc, parfois, les gens rentrent dans la classe ou dans l'endroit où on fait. Ils choisissent une carte et ils commencent à raconter une histoire sur soi-même en partant de ces cartes-là. Donc parfois on travaille l'étoile d'identité où ils mettent leur origine, leurs amis, la nationalité, la religion, l'origine, les héros, les habits, la nourriture, les choses qu'ils préfèrent. Hein. Parfois on travaille aussi le blason avec la devise, les valeurs, les symboles importants, leur force, la mission. Une question qu'on leur pose parfois aussi, c'est racontez-nous la dernière fois où tu te sentais vraiment toi. Et parfois, il y a des histoires très intéressantes qui viennent. Donc, on essaye le plus possible de favoriser le fait de raconter les histoires. Parfois, les gens arrivent à raconter 4-5 histoires et puis ils font le choix. Naturellement, il faut avoir le temps. Donc de là que c'est quand même important de prendre le temps pour organiser ce workshop en 20 heures. Alors, parfois, ils recherchent aussi des infos et des points de vue sur le net et ils parlent de leur propre expérience. Dans certains cas, on a invité aussi des parents de personnes qui étaient parties à Daesh en Syrie pour raconter l'expérience des parents, ce qu'ils ont vécu quand leur enfant est parti et qu'est-ce qu'ils ont vécu quand ils ont entendu que leur enfant est décédé là-bas. Donc c'est important d'amener aussi le plus possible d'histoires à l'intérieur du groupe auquel on travaille, à combiner avec les propres expériences. Alors on a pour déterminer l'histoire que le jeune va raconter, on organise un cercle de conteurs, c'est-à-dire
tous les personnes racontent une histoire, mais les autres n'ont pas le droit de critiquer ou de rigoler sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Ils peuvent seulement donner du feedback sur le contenu et voir si ce que raconte la personne est cohérent et compréhensible. Donc, un cercle de conteurs, c'est une des choses les plus importantes du digital storytelling, c'est de pouvoir mettre les personnes ensemble pour qu'ils se racontent les histoires. Donc, dans le Digital Toolkit, vous allez voir comment cela se fait et aussi quelles sont des règles essentielles pour organiser un cercle de conteurs. Au moment où chacun a plus ou moins son histoire, on leur demande de faire un storyboard. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, ils voient dans leur tête un peu quelles sont les images et quels sont les textes qu'ils vont faire. Et puis après, on leur demande de rechercher des images, enregistrer leur voix et de faire le montage. Donc, en ce qui concerne les images, on insiste aussi pour la musique que ce soit des choses libres de droit. Donc, ils peuvent faire des dessins ou, comme vous avez vu, travailler avec des petites poupées ou même des collages. Mais quand ils envoient des photos prises du net, elles doivent être libres de droit. La même chose avec la musique. Il n'est pas obligatoire de mettre de la musique. Certains le font parce qu'ils aiment bien. Notre principe, c'est mettez de la musique uniquement si ça apporte quelque chose de plus à votre vidéo. Donc, alors, il fait pour l'enregistrement de la voix avec un dictaphone, un smartphone, une tablette ou un micro plus ordi. C'est un peu à voir ce que vous avez comme possibilité. Alors, le montage, on le fait avec des programmes libres de droit comme le WeVideo, le DaVinci Resolve, YouTube Editor. Aussi, on emploie dernièrement beaucoup le logiciel Shotcut. Et alors, nous aussi, surtout avec des publics qui n'ont pas beaucoup de connaissances digitales, on emploie beaucoup des iPads dans lesquels se trouve déjà iMovie, parce qu'avec cette tablette, on peut aussi bien prendre des photos que d'enregistrer la voix, que de faire le montage, de chercher des photos et de faire le montage. Donc tout ça se fait seulement à partir d'une tablette. Mais bon, c'est très bien possible de travailler avec des ordinateurs aussi. Alors les outils, j'ai déjà dit, il faut un micro, quelque chose pour prendre des photos, la musique, l'écriture et l'écran. Donc après chaque atelier, on fait aussi ce que nous on appelle une évaluation active. Par exemple, je vous donne un exemple là où on dessine la main et alors on met à la place du pouce qu'est-ce que tu as aimé. Donc chaque doigt a une comment dire une possibilité de travailler. Donc, il y a quelqu'un qui me demande si il y a possibilité d'avoir le PowerPoint. Oui, il n'y a aucun problème. Mais donc, je crois que d'ici 1 heure ou 2, vous allez aussi recevoir l'enregistrement ou un téléchargement de l'enregistrement de ce webinaire que on va aussi mettre en ligne. Donc, il y aura certainement, donc vous pouvez, si vous voulez recevoir le PowerPoint séparément du webinaire, vous m'envoyez un mail, mais sinon, vous recevez d'ici 1 heure ou 2 le téléchargement du webinaire. Alors, quand on travaille, donc on a travaillé avec les profs et les jeunes, les conclusions étaient donc le Story Circle permet de s'exprimer sans dispute et les professeurs nous disaient on a parfois très difficile à aborder ces thèmes-là en classe vu que les jeunes il y a directement une agression verbale les uns vis-à-vis des autres, surtout quand il s'agit de thèmes tellement
compliqué. Et donc, il disait que pour la première fois avec le Story Circle, ça permet de s'exprimer en classe sans dispute. Les gens nous disaient que c'était la première fois qu'ils pouvaient s'exprimer sur leur identité. Et pour les profs, c'était étonnant parce que ils s'étaient jamais rendu compte que les jeunes avaient tellement de difficultés avec ces différentes identités, l'identité qui leur est donnée un peu culturellement avec la maison et l'identité du pays dans lequel ils vivent. Donc, les jeunes nous disaient aussi que même si les thèmes étaient très difficiles, ils s'étaient bien amusés en réalisant la vidéo. Et il y a deux choses, ils étaient très fiers de ce qu'ils avaient réalisé et ils se rendaient compte aussi que leur histoire avait un sens et qu'ils avaient quelque chose à apporter. Alors ici, je vous donne le Digital Me, l'adresse du Digital Me Toolkit et je vais vous montrer encore une vidéo qu'on a fait avec des plus jeunes, des 12-14 ans, donc là, on travaille uniquement l'identité. Vous allez voir la vidéo où ils parlent d'eux-mêmes et ils essayent de travailler leur identité. Donc, je partage de nouveau mon écran pour vous montrer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Amine. Je vais vous dire pourquoi je veux être ingénieur. Tout a commencé quand j'étais petit. J'avais beaucoup joué au Lego de construction. Je m'amusais avec ma grande sœur. Jusqu'à maintenant, je joue à plusieurs jeux de construction. En général, Fortnite. À bientôt. Donc, là, on avait vraiment, je pense que 2 ou 3 heures de temps pour réaliser cette vidéo en classe avec des jeunes. Donc, c'est en une matinée qu'ils ont fait ça. Vous avez vu que bon, c'est très très court comme moyen. Hein? Alors, voilà, je suis un peu arrivée à la fin. Je vais encore peut-être vous montrer une vidéo que j'ai passée tout à l'heure qui parlait un peu de parler de sa propre expérience, mais aussi une injustice qu'on a vécue où on voulait sur lesquelles on voulait parler. Donc, je vous montre. Non, apparemment, désolé. Non, je la vois pas directement, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, il y a ici mon adresse mail si vous voulez avoir d'autres informations. Donc, mais en tout cas, vous recevez le webinaire. Hein. J'espère que je vous ai inspiré quand même un tout petit peu et que vous pouvez employer ces ressources et ces outils dans vos réseaux. Voilà. Donc, je termine. S'il n'y a pas de questions, je termine là-dessus. Bon, c'est le moment. J'attends. Je regarde encore un tout petit peu pour voir s'il y a des questions qui rentrent, mais sinon, je m'arrête à cela. Donc, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation et le téléchargement du webinaire. Voilà. Ok, je vois qu'il n'y a plus de questions, donc il suffit de vous dire
Au revoir et à bientôt. Et j'espère qu'un jour ou l'autre, on pourra se rencontrer dans d'autres circonstances où je peux vraiment expliquer, ou bien je sais que on part qu'en en septembre sont encore prévues des activités à Toulouse et même à Nice, je pense, mais on verra quelles sont les possibilités. À bientôt, au revoir. J'espère que vous avez apprécié le webinaire et la présentation des experts. Merci pour vos questions. Vous recevrez une réponse dans les prochains jours sur la page web dédiée du site de l'EFUS. Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire aux prochaines activités de la conférence finale. La prochaine séance sera sur Newscraft, un jeu sérieux développé par l'entreprise Vertical en coopération avec l'Université de Lille. Le jeu permet aux jeunes de renforcer leur esprit critique et ainsi d'être mieux armés pour trier les informations et les discours auxquels ils ont accès dans les différents médias. À une époque où les fake news, les théories du complot et la propagande radicale nourrissent d'intenses débats publics. Finalement, ne ratez pas non plus la séance de clôture avec la présentation des recommandations du projet et un panel d'experts sur les politiques et stratégies de prévention de la radicalisation au niveau local, national et européen. Cette séance sera complétée par l'intervention de Marina Martinez, point national de contact en Espagne pour le programme H2020, qui nous expliquera les opportunités disponibles sur la nouvelle programmation de financement européen. Avec ça, je vous dis merci de votre attention et bonjour.